En 2006, alors que Kabila fils était à la tête du pays, Tshisekedi père et son UDPS boycottaient les élections. 17 ans plus tard, cette fois-ci avec à la tête du pays un Tshisekedi fils, c'est Kabila, Joseph Kabila et son FCC qui sont aux abonnés absents pour les élections prévues en décembre prochain. Alors, hasard de l'histoire, ironie du sort, erreur stratégique, boycott calculé ou voulu, l'avenir et le devenir du FCC de Joseph Kabila est-il en jeu? Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, qui a le plaisir de recevoir Ferdinand Cambéré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Élisée. Tout au début de cette émission, je me disais, mais il n'y a plus que vous, au fait. Ah oui, vous aviez introduit... Vous êtes pratiquement le seul à ouvrir les portes aux médias. Bon, je ne sais pas, c'est vrai, ce n'est pas vrai non plus, parce que les activités, vous le savez, il y a 2 semaines que nous étions dans une grande activité, même si elle a été perturbée. On était avec l'ESP lui-même, Manuel Ramazani Shadari. L'animateur principal, c'était Néhémie. C'est déjà aussi une façon de communiquer, de montrer que les activités continuent. Sporadiques, ponctuelles. Mais bien sûr, parce que aussi les régimes nous imposent un rythme quelconque de travail. Mais si vous allez même dans les provinces, toutes les fédérations fonctionnent normalement. Vous voyez les Katanga, même là où il y a état de siège au Nord Kivu, au Sud Kivu. J'ai vu dernièrement les activités de Kisangani, d'Elituri. Là, donc, vous parlez du PPRD, hein, votre parti. Oui, parce que je ne sais pas parler dans... Voilà, parce que là, quand on parle d'IFCC au niveau de Kinshasa, là, on voit plus la structure politique des représentants, du parti au sein des institutions. Alors que pendant ce temps, les autres partis politiques membres d'IFCC ou regroupement, ils ont leur fonctionnement. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas habilité à parler de chaque parti politique d'IFCC. Qu'est-ce qui reste du PPRD et du FCC et qu'est-ce qui sont restés au FCC et au PPRD? Ceux qui sont restés au FCC? Oui, au PPRD. Vous avez cité Shadari, vous avez cité Néhémie, mais une grande partie quand même est partie. Non, je ne sais pas comment vous comptez, si c'est des bas en haut ou des hauts en bas, parce qu'ils sont partis. Bon, vous étiez 4 adjoints de Shadari, il en reste combien actuellement? Oui, on était 6 adjoints. 6 adjoints, parce que les adjoints représentaient les provinces politiques à travers le pays. 4 étaient entrés dans le gouvernement Ilunga-Kamba, et donc par conséquent ils perdaient par incompatibilité leur fausseté au niveau du FCC. Bon, on attend tous les congrès. Ils ne sont allés nulle part en dehors de celui qui a déclaré officiellement qu'il a adhéré à l'Union sacrée. Celui que je ne cite pas le nom. Voilà, vous parlez, mais il faut citer, vous êtes des adversaires, pas des ennemis. C'est Willy Bakonga qui est parti officiellement à l'Union sacrée. Mais qu'est-ce qui reste du PPRD? Tout le PPRD est là. Pas en termes d'hommes, en termes de vision, en termes de capacité, voilà, qu'est-ce qui reste? La vision est restée entière parce que l'initiateur du PPRD est les fondateurs du FCC, la grande famille politique, c'est le roi Joseph Kabila Kabange, vous le savez, il est là. Et il continue à diriger, à donner toutes les orientations nécessaires à chaque fois que les enjeux politiques les exigent et que nous sommes à l'étape de la résistance. Je crois à la dernière réunion du 16 juin, quand on était ensemble à Kingakati, il a encore donné les dernières orientations par rapport aux enjeux de l'ère. Et tout ce qui était prédit, en tout cas dans les perspectives, que le régime en face n'a aucune volonté d'organiser les élections est en train de se manifester. Et que donc il était
et demander à tous ceux qui croient encore à la République démocratique du Congo, à la démocratie à travers la constitution du 18 février 2006, de continuer à résister et de ne pas permettre à ce que pareil régime se répète ou soit réédité parce qu'ils sont en train de vouloir calculer comme processus électoral. Vous êtes en marge de ce processus, vous êtes bien seul. Le PPRD, le FCC, Joseph Kabila se retrouve seul parce que tous les autres sont désormais dans ce bateau des élections. En tout cas, les dernières rencontres CENI avec les candidats ou d'autres réunions et même les interventions de plusieurs membres de l'Union sacrée n'attestent pas ce que vous dites. Parce qu'ils nous rejoignent plutôt dans la position dès lors que aujourd'hui le discours est que personne n'est sûr ni de la transparence, même la société civile. Nous avons encore suivi la dernière déclaration de la CENCO et ESCC qui continue à exiger plus de transparence. Ça veut dire ce que nous avions réclamé dès le départ. Nous sommes en train d'être rejoints par ceux-là qui, en dernière minute, ils ont déposé, tout à contestage, justement, tout ce que nous décrions aussi comme nous, mais ils ont rejoint le processus à déposer leur candidature. Mais à la fin, malgré cela, à 2 ou 5 jours du lancement de la campagne, ils continuent à exiger qu'il y ait plus de transparence. Ils vont ni boycotter la campagne, mais encore les élections le 20 décembre. C'est-à-dire il y a certes des hésitations, certes il y a des exigences, mais ils y vont. Ce n'est pas le cas avec vous? Je ne sais pas. On attend cette date-là. Parce que quand on parle des élections... À 3 jours du démarrage de la campagne, à 2 jours, parce que nous sommes jeudi quand même, on se dit à 2 jours, vous pensez encore que les gens vont boycotter ces élections? D'autres vont vous rejoindre? Non, parce qu'en réalité, les élections, quand on parle des élections, ce ne sont pas des incantations. Il y a toujours des opérations préparatoires pour parler du jour des votes. Il y a toujours des activités. Or, tout ce qui devait précéder, depuis que nous avons dit que la CENI n'était pas consensuelle, que la Constitution a été illégalement recomposée, que tout ce qu'il y a comme processus, les opérations d'enrôlement, et tout ce qui a été dit sur ce processus d'enrôlement ou opération d'enrôlement et identification des électeurs, les fichiers électoraux non fiables, les électeurs qui continuent à réclamer les cartes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien des actes de visibilité, des opérations d'une CENI qui devait être opérationnelle jusqu'à aujourd'hui. On ne voit rien en réalité. Donc en réalité... Vous n'y serez pas, prenez acte que le 20 décembre, vous ne serez pas là, les autres seront là. Et moi, ma question, c'est que je voulais poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire pendant les 5 prochaines années? Parce qu'on sait bien que 2024, 2028, vous ne serez ni au niveau de la présidence, ni au niveau des différentes assemblées, des différentes législatures. Qu'est-ce que vous comptez faire? On serait en train de faire ce débat si réellement la CENI était celle-là qui, on le voit bien, est réellement opérationnelle. Cette CENI-là n'existe pas. Si on n'était qu'à la phase où nous sommes restés parce que nous contestions la CENI et que nous ne voulons pas venir, on serait peut-être à cette question-là. Mais aujourd'hui, Madame Élysée, aujourd'hui... Vous êtes dans le déni. La réalité est là, les élections... Non, il n'y a aucune réalité parce que... Mais la réalité est là, elle est où? Tout ce qui était dans la campagne, d'ailleurs prématuré depuis plus de 6 mois, sont plutôt en train de rabattre les calicots aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'ils vont les remonter. De l'intérieur, parce que oui. ce n'était pas encore le moment. Ah oui, mais depuis 6 mois, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas encore. Nous n'étions pas en période de campagne. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres préalables sécuritaires. Hein? Parce que, quittons les champs de l'opérationnalité, des opérations qui doivent précéder la campagne, où on ne sait même pas afficher la liste électorale, où on ne sait pas tout ce qui va avec. Rentrons sur le plan, maintenant, d'autres préalables, comme les préalables sécuritaires, où les jeunes sont mobilisés pour être dans les groupes armés
soi-disant pour aller affronter les M23 qui sont invités et entretenus par les armées étrangères que ce régime a invités sur le sol congolais quand même. Vous pensez que dans ces conditions-là, nous pouvions participer à des élections en tant qu'opposants qui critiquons l'état des sièges, mutualisation des forces, l'invitation des armées étrangères dans cette partie de la République et que nous soyons à l'aise pour mener une campagne libre sans peur d'être tué, non seulement et l'armée. Boycott, on a vu. Non, ça veut dire, nous on n'est pas dans les boycotts, nous on est dans la résistance contre tout processus malsain qui est entre... Parler un certain Martin Fayulu d'il y a 2 ans, hein, quand vous parlez de la résistance comme ça. Mais je l'ai encore suivi il n'y a même pas 3 jours. À face de Kadima, lui disant les mêmes vérités alors qu'il est candidat. Est-ce qu'à 2 jours de la campagne, vous pensez que des candidats de cette taille-là, lorsqu'ils continuent à critiquer le processus sous le plan organisationnel, vous pensez que réellement ce processus-là est sérieux, ce processus est crédible, ce processus est rassurant pour que finalement ceux-là, parce que nous parlons très moins des électeurs qui doivent participer. C'est comme nous sommes en train de parler des élections auxquelles seront les électeurs des robots, qui seront peut-être dans les machines. Parce que tout ce qu'il y a comme dénonciation là, est-ce que c'est vraiment des humains qui sont insécurisés, affamés et appauvris totalement, qui ne sont plus dans leur village, qui perdent leurs biens, qui sont massacrés, qui vont participer à ces élections-là? Souvent on perd cette donne-là aussi dans les calculs que nous faisons, dans les analyses que nous faisons par rapport à ce processus électoral qui ne mérite pas, que le Congo ne mérite pas. Que le Congo ne mérite pas. Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours du début de la campagne électorale, à moins de 35 jours quand même de vote, selon le calendrier de la CENI. Vous êtes resté persuadé qu'il n'y aura rien de tout ça, qu'il n'y aura ni campagne, ni élection. Mais bien sûr, parce que les élections se préparent, madame. Parce que faire les élections dans ces conditions-là, et je comprends que hier, lorsque le chef de l'État parle et s'exprime à travers le congrès, il s'adresse à la nation à travers le congrès, qui n'est même pas fait allusion presque, hein, qui n'est même pas fait allusion ni à la situation sécuritaire, ni au processus électoral. Ce sont les 2 aspects même de la crise profonde de notre pays, où nous paraissons comme le gouvernement, je parle du gouvernement, qui paraît comme un capitaine qui vogue sans horizon, sans gouvernail. Parce que là où il mène maintenant le pays, dans les discours apparemment hostiles entre ceux-là qu'il a invités, que ce soit les Rwandais, que ce soit l'Ouganda et le gouvernement ici, où on ne sait plus qui dit quoi, contre quoi, qui tire sur Goma. On va parler du discours du chef de l'État, parce que quand vous dites qu'il n'a pas abordé les questions sécuritaires, quand il parle de la MONUSCO, c'est des questions d'ordre sécuritaire aussi, mais vous vous dites qu'au regard des signaux qu'il a envoyés, n'est pas parlé des élections, et que certains opposants ont également envoyé en abordant les difficultés et entré au processus. Ce sont autant d'éléments qui vous permettent aujourd'hui d'affirmer qu'il n'y aura pas élection. Bien sûr, et surtout, Madame Élysée, là où ça fait mal, c'est que ça fait quand même 2 ans que nous lâchions l'alerte, que les FCC ne boycottent pas, mais les FCC continuent à exiger que ces élections, pour le bien du pays, pour le bien du peuple, que ces élections soient transparentes. On a commencé l'élan ensemble pour discuter les lois, et notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, mais cette loi n'a jamais été exécutée, madame. Ça montrait bien la volonté qu'il y avait, où un régime sans aucun bilan justifié devant le peuple comptait que sur la fraude massive. Et ça, madame, ils ont crié aller loin, mais ils sont en train d'être rattrapés par les pièges qu'ils ont eux-mêmes tendus. Parce que si c'est aujourd'hui un cas d'Imakidi, plusieurs matériels de la CENI et les personnels sont pris en otage dans certains territoires par les groupes armés.
Mais qui fait l'apologie aujourd'hui des groupes armés, sinon que ces régimes? Sinon que ces régimes. On parlera, on va revenir sur la situation sécuritaire dans le discours, quand on abordera le thème lié au discours, le dernier discours sur l'état de la nation du président de la République, Félix Tshisekedi, en tout cas pour son premier quinquennat, mais on reste quand même dans le processus électoral. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'impression que la politique congolaise est en fait une répétition de l'histoire? Malheureusement, parce que... Avec les mêmes acteurs. Vous qui, en 2006, comme je l'ai dit au début de cette émission, étiez là de l'autre côté avec Kabila, qui n'avait pas écouté toutes les revendications de l'UDPS à l'époque et qui avait foncé sans l'UDPS, et aujourd'hui, les autres foncent sans vous. Madame Élysée, je pense que lorsqu'on parle d'Iraïs, qui lui a quand même fait un geste salué par le monde entier, par l'Afrique, par les Congolais, qui est celui d'accepter de ne pas se représenter aux élections de 2018 et de présenter un dauphin, mais un dauphin qui, à fin de compte, n'est pas proclamé élu, mais c'est quelqu'un d'autre qui est de cette opposition. Il n'était pas élu, pourquoi il devait être proclamé élu? Mais il y a combien? Il n'avait pas été élu en tout cas. Il y a une chose de toute façon, élu et être proclamé. De toute façon, entre ce qui est proclamé comme résultat et souvent la réalité des urnes, il y en a aussi qui ne sont pas des réalités conformes. Donc, si vous voulez être comme ceux-là, qui peut-être ne pouvaient pas compter sur ces résultats-là, mais pourquoi ils ne pouvaient pas les proclamer? Ou se représenter dans ce que les a appelés le troisième mandat. Moi, j'ai été dans ces débats-là, mais où je disais, où nous défendions par exemple, qu'il lui était possible de remplir pour un autre mandat, parce qu'il y a eu constitution. Il y a une forte pression, il n'a pas résisté. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est minimiser ses capacités patriotes, son amour de la patrie qu'il a mis à l'avant. Parce que la profondeur de votre question, c'est quoi? C'est lorsque vous venez à 2019 au pouvoir, vous prêtez serment sur base d'une constitution, mais vous pensez que cette constitution n'est qu'une constitution de façade, qui ne sert à rien. Cette constitution qui a été promulguée par le roi Joseph Kabila Kabange et qui a été respectée par lui pour vous céder finalement la place à l'issue des élections, n'est-ce pas? Mais que cette constitution, oui, à l'issue des élections, que cette constitution, justement, pour vous ne représente plus rien. C'est du papier à jeter aux toilettes. C'est là où il y a le problème. Parce que lorsque vous lisez cette constitution-là, madame, en réalité, ce pays devait décoller. Ce pays devait décoller. S'il y a des lois de mise en œuvre pour certaines matières, s'il y a à les refaire, on peut le refaire, mais pas la constitution. Parce qu'au moins, les articles qui interdisent qu'on revienne à la dictature, à l'ethnicisme, comme on parle aujourd'hui de plus de tribalisme, qui viennent jusqu'au sommet, qui viennent dans les modalités de gestion, c'est les rapports de force qui reviennent à force. En réalité, ces histoires devaient disparaître. Et tant que nous n'aurons pas la volonté de les faire disparaître dans notre mode de vie politique, et continuer à régler la vie politique à travers les forces, les rapports de force entre les acteurs politiques, non, ça sera toujours au détriment de notre pays, ça sera toujours au détriment de notre population. Alors, la question était celle de savoir, c'est la répétition de l'histoire en politique. Non, parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, ils pensent que c'est la répétition de l'histoire des années où il y avait la dictature. Les faits leur donnent raison. Hein? Non, justement parce que nous sommes là pour leur barrer la route et rappeler que votre mandat, il ne vous reste plus que 35 jours. Cette constitution que vous avez semblé violer constamment, il ne vous reste plus que 35 jours. Parce que même quand vous suiviez les discours, c'est comme si c'était un président qui parlait, mais qui a un mandat sans limite.
Il vous parle de construction là, vous de parlez prison. d'un président, en tout cas, parce que le président candidat ou le candidat, non, le président candidat était là le lundi dernier lors de la réunion avec d'autres candidats, ce qui est une première d'ailleurs. On n'a jamais vu cela. Mais qui a changé quoi? À l'époque de. Mais qui a changé quoi? Donc, c'est une preuve qu'il respecte la Constitution parce qu'il tient à organiser les élections dans le délai. Ah, c'est pas n'importe quelles élections, Élysée. Ça, il faut le savoir. Ces critiques-là ne devaient pas jaillir de cette réunion-là. Tout ce qui a été fouetté comme son provenant de ces débats-là, où on voit un Kadima se chamailler, sorti de lui-même pour se ranger dans le camp du gouvernement. C'est la transparence. Un président de la CENI doit montrer qu'il est indépendant de bout à bout. De bout à bout. Il ne doit pas perdre le contrôle et se ranger sur un camp pour défendre un processus totalement chaotique. Il vous est déjà arrivé aussi de perdre le contrôle. Non, mais justement, là, il faut savoir. Une preuve. Au regard de... On n'a pas vu ça avec Malou Malou, on n'a pas vu ça avec Ngoï Mulunda, on n'a pas vu ça avec Corneille Nangaa. Là, vous avez un Kadima qui accepte d'être en face des gens qui le critiquent et qui l'accepte même s'il y a des sauts d'humeur. N'est-ce pas là un signe d'une transparence? Non, justement. Un signe pour dire que non, les choses s'est fait en toute transparence? Non, justement, parce que d'abord, sa CENI-là, elle n'est pas consensuelle. Ils n'ont jamais été acceptés que l'opposition est la vraie et la plus représentative au niveau des institutions. Qui est non, ce n'est pas dépassé. Ce débat-là continuera à les rattraper jusqu'à la fin, Élysée. Ce débat-là continuera à les rattraper. Parce que même quand ils étaient là avec des candidats, ce sont des partenaires politiques au processus électoral? Non. Non, ils sont que candidats. Mais la loi parle plutôt d'une représentation au sein des institutions nationales. Le FCC est absent. Il était là avec qui? Il était avec l'opposition. Malou Malou a fait ça. Ngoï Mulunda a fait ça. Et Nangaa a fait ça. Lui, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais été capable de rencontrer le FCC. En tout cas, la lettre a été envoyée, peut-être pas à la bonne adresse. Non, justement. Mais il y a eu cette volonté-là de rencontrer le FCC. Non, justement, parce que les choses... Vous savez, les hommes civilisés doivent respecter les règles des jeux. Mais et pas tout le temps croire parce que ça, c'est des rapports de force. Alors qu'il y a des lois qui régissent la vie des élections dans notre pays, la vie politique dans notre pays. Vous laissez une grande formation politique comme le FCC, qui est le plus représentatif dans les institutions, et vous pensez, vous organisez un cadre de concertation avec qui? Chaque fois on en parle, mais moi je me demande avec qui? Avec Fayolo, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Non, justement, la représentation politique, c'est par rapport au nombre de députés qui sont au niveau des institutions. En dehors de ceux qui ont traversé, qui sont nombreux, mais le FCC est resté la plus grande force au sein des institutions. Donc vous êtes en train de nous dire que Kadima, le président de la CENI, n'a jamais... C'est une famille monologue qui était là à l'hôtel, autour... Donc les Fayolo, les Matata, les Sissaka, c'est monologue. Mais bien sûr, d'abord, en dehors des Fayolo, pour la plupart, ils étaient déjà de l'Union sacrée. Donc c'est aujourd'hui de l'Union sacrée, ils sortent pour revenir, ils partent. Et aujourd'hui, presque tous contestent le processus tout en étant candidats. Moi, je vais les prendre comment? Ça manque de cohérence de leur part? Bon, je ne sais pas. C'est peut-être une démarche politique, justifiée peut-être aussi, ça peut être une stratégie, mais au bout du compte, nous verrons plutôt les résultats. Si c'est pour juste crédibiliser un processus chaotique et permettre à Tshisekedi d'aller là sans être élu, ça serait malheureux. Nous allons dire que c'était un même cas. Kadima, en réalité, sa CENI n'est qu'une CENI colorée par l'Union sacrée. Est-ce qu'à 30 jours de la fin du mandat de l'actuel président de la République, à 30 jours de vote, vous pensez qu'un report est encore envisageable? Le report par qui? Parce que le report, ça signifie c'est une décision. Vous dites qu'il y aura et une décision grave. Bon, ouais. Les reports des élections, c'est une décision, mais une décision grave, qui doit être décidée par qui? Par qui? Donnez-moi la réponse. Ah oui, parce que les institutions qui sont là,
ne sont plus légitimes après le 31 décembre. Est-ce qu'on est d'accord? Et comme ils ne sont pas capables d'organiser les élections, et les bonnes élections qui sont recommandées qui sont consacrées par notre Constitution et par nos lois, à ce moment-là, il faut qu'ils partent. Le pays trouvera un mécanisme nécessaire. Donnez-nous des il a idées. Toujours, mais les idées ont... Mobutu a utilisé la 5O à l'époque pour faire les consultations dans tous les pays, pour que finalement nous arrivions à ce qui est devenu la conférence nationale, même si celle-ci après s'est alliée aussi avec tous les acteurs politiques. Mais c'était une solution idoine pour vouloir sortir de la crise. Parce que la crise est là. C'est ça qu'il faut d'abord reconnaître. Que Tshisekedi croyait peut-être qu'il va organiser avec son frère Kadima des élections et très rapidement il se fera réélire dans un cafouillage total. Aujourd'hui, ils sont en train d'être rattrapés et la crise est totale. Alors, non seulement au niveau politique, il fait entrer le pays dans une profonde crise, mais aussi au niveau sécurité. Parce que dans l'entretemps, c'est lui qui a invité l'armée ougandaise sur le sol congolais. C'est lui qui a invité le Rwanda à travers le M23 parce que c'est toujours l'Ouganda qui les a fait inviter. En plus de ça, il a ajouté maintenant Sud-Soudanais, Burundais, à travers ce qu'ils appellent Kenya, à travers ce qu'ils appellent EAC. Et dans cet état-là, pendant cet état, ce qui est plus grave, c'est quand même pendant cet état-là qu'il y a toujours l'état de siège qui ne finit pas. Je sens qui était censé. Je sens que vous avez envie, je sais que vous êtes ressortissant de la partie est du pays, c'est pas parce que vous l'êtes, non, c'est lié. Pas parce que on est tous congolais, donc ce qui se passe dans ce coin de la République nous intéresse à un plus haut niveau, mais je l'ai vraiment terminé avec la thématique autour du processus électoral et puis on va enchaîner rapidement. C'est lié de toutes les façons. Voilà, bon, c'est lié. C'est lié, mais on en était en train. La question était celle de savoir c'est quoi le mécanisme que vous proposez à 30 jours ou à un mois maintenant de la fin du mandat de Félix Tshisekedi? Il n'a qu'à profiter de ces 30 jours pour trouver tous les mécanismes nécessaires. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, comme un opposant, parce que moi... Comme Congolais. Moi, j'attends qu'il arrive. Je pensais que de son discours, la majorité des Congolais tirerait quelques sagesses pour voir qu'il y a quand même l'horizon. Mais je sais qu'à un moment, ils ont mis de côté tout ce qui était proposé par l'opposition. Notamment le dialogue, concertation. Nous, on n'a jamais... C'était toujours un dialogue autour du processus électoral. Oui, mais c'est un dialogue pour quand même. Que l'opposition occupe les postes qui sont les siennes dans la CENI. Ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte aussi à la 5O et à l'ECC, je crois. Mais là, c'était la société civile, ça ne nous concerne pas. Donc aujourd'hui qu'on est à la fin du mandat et qu'il n'a plus que 35 jours, le fait que son discours n'ait rien promis par rapport au sort du pays après le 31 décembre. Bon, moi je pense que c'est à lui. C'est à lui, s'il ne sait toujours pas trouver des solutions. En tout cas, la solution, c'est à l'article 75. Et c'est la démission. En tout cas, s'il n'organise pas les élections, mais tout porte à croire qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Et ça sera sans le FCC. On reparle du discours. Madame Élysée, les tout là, c'est quoi? Tout porte à croire qu'il y aura. Les discours. Les machines sont là, les bulletins sont là, le dispatch a commencé, les acteurs sont là. Même Fayoulou, qui avait avant refusé de déposer sa candidature, a déposé sa candidature. Bon, si ça ne s'arrêtait qu'à ça, bon. Si ça ne s'arrêtait qu'à ça, ok. Mais je vous ai dit... nous, en droit, on sait que dans la fraude, tout est corrompu. Dès que la fraude a pondi, tout ce que la fraude pond reste corrompu. In omnia, in fraus omnia corrompit. Donc, nous ne voyons pas quelque chose qui peut venir des élections préparées par une CENI non consensuelle,
lorsque vous savez aussi que la Cour constitutionnelle aussi n'est là que dans une stratégie où on veut avaliser tout ce qui viendra de la CENI, on l'a vu avec les candidatures, et que donc, ils attendent les derniers jours pour donner les coups de massue, comme vous le dites, que tout porte à croire que les élections seront là. Donc, même sans un processus accepté par tout le monde, et ça, c'est approfondir la crise, et c'est donner la faveur à Kagame, qui tout le temps dit que je suis là et je reste à travers les gens qu'on appelle les M23, qui, même s'ils ils pensent se faire crédibiliser par les accords que le gouvernement leur a donnés, notamment les FCC, les AC plutôt. Vous savez que de cet accord de l'EAC, plus personne ne peut parler de bouter dehors les M23. Ce dont on parle, c'est quoi? C'est créer une zone tampon. À faveur de qui? Qui sont les M23 sinon que les Rwandais? Voilà, c'est faire donc une partition. C'est plus fort que vous, et vous l'avez bien dit d'ailleurs, c'est une vérité, tout est lié, le processus électoral, c'est lié, la vraiment. situation sécuritaire. Et puis les morts du Nord Kivu ne sont pas différents des morts à Malempa-Nkulu. On va en parler de ces... Et même ici, déjà. Il y a eu Kwamut, il y a et même Kwamut, il y a Chopo aujourd'hui, c'est grave. On ne les a jamais... on ne les a jamais vus prendre des machettes, hein, des tribus contre d'autres. Et pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Oui, parce que moi, je dois avoir, nous, comme opposants, nous réclamons des explications de ces régimes qui voulaient toujours coller des groupes armés aux gens qui sont à l'Assemblée nationale. Ils sont majoritairement là-bas. Pourquoi ils trouvent ça comme astuce ou comme stratégie pour aller avec dans les circonscriptions et se servir de ces groupes armés comme machine, parce qu'on les a vus. Moi, j'ai vu ça. Je dis, les groupes armés, oui. Le fait que ça soit un peu partout, ce n'est pas un fait du hasard. C'est lié aux élections. Mais bien sûr, parce que c'est eux-mêmes qui ont dit que les propriétaires de ces groupes armés sont dans l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale qui soutient un processus chaotique ici, ils veulent les utiliser contre les adversaires dans les circonscriptions. C'est un peu tiré par les cheveux, cette explication. Pensez que puisque l'Assemblée nationale... Élysée, on a vu ça. On a vu ça. Nous, on a vécu ça en 2018. Les chefs de l'État avaient vécu ça. Quand il est arrivé avec Kamera à Beni, j'étais là. Ils étaient incapables d'aller jusqu'à Butembo parce que la Mouka c'était aussi accompagné par les groupes armés. Et la Mouka a béni. Et vous savez, ici, qui est l'actuel ministre de la Coopération. Citez les noms, mais eux au Parlement, ils ont encore plus de noms. Hein, c'est l'union sacrée. À l'époque, on parlait de la Mouka. Tout ça était la Mouka. Et Chadari, n'en parlons pas. Nous qui croyons à la force de la République, à l'État, et qui ne comptions que sur l'armée, mais on n'a pas pu faire la campagne partout. Et alors, ils veulent maintenant rééditer ça, et malheureusement, presque toutes les provinces sont contaminées. Et c'est plus grave. Alors nous parlons de quel processus électoral dans ces conditions-là? Vous dites que le président a parlé de plus de 20 ans, des décennies de la MONUSCO. Mais quel effort il fait pour que la MONUSCO parte? Quel est l'effort? Mais il a levé l'option, il a dit la MONUSCO, il faut tourner la page MONUSCO. Non, nous ne pouvons pas lui permettre de le faire. Donc la MONUSCO doit rester? Non, tu ne peux pas entre-temps, d'être un régime, conduire un régime qui fait la promotion des groupes armés, parce que les mots Azalendo l'a attendu pour la première fois au Parlement, on leur a promis une loi, on leur a promis des soutiens, ainsi de suite, même si nos jeunes volontaires, parfois, qui se donnent corps à âme, qui se jettent, qui croient au discours, ils vont peut-être comme ça, main libre, avec toute la volonté, mais ils n'obtiennent pas ça. Mais c'est eux. Nous voulons que, comme un État, nous ayons une armée forte, une armée qui est dotée.
Une armée qui se met à face de l'adversaire. Une armée qui recrute. Parce que vous avez cessé de nous dire qu'à l'époque de Kabila, on avait une armée forte. On avait une armée puissante. Mais bien sûr. Mais cela n'a pas empêché le départ de la MONUSCO. Et aujourd'hui, mais bien sûr, parce que il y avait la raison. Non, justement, Madame Élysée, il y avait la raison de demander le départ. Parce que c'est Kabila, à la tribune des Nations Unies, qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce qu'il était en train de s'occuper de son armée, doter l'armée, former l'armée et demander une mobilisation pour un recrutement massif de jeunes dans l'armée. C'était cela, même s'il y avait des discours contraires de ceux qui étaient dans l'opposition, on ne savait pas à l'époque qu'ils étaient à connivence avec les M23. Vous faites des affirmations gratuites, hein? Non, ça s'est dit. Ça s'est dit. De quoi? Du fait qu'ils soient en connivence avec des groupes armés. Ceux qui sont aujourd'hui. Mais les gens du M23 le disent tous les jours. On a vu les gens crédibiliser. On doit dire amen. Mais elle disait, qu'est-ce que vous ne savez pas? Parce qu'on a vu des députés ici, Lumbala, qui a été un des directeurs de campagne de qui? Mais elle crédibilisé les M23. Lorsque le gouvernement se battait contre les M23, il n'avait pas traversé. On ne l'a pas vu à Kampala, dans le groupe du M23. Il n'y a pas que lui, un autre est membre du gouvernement, qui avait des membres aussi dans les M23. Les gens ont toujours cherché à crédibiliser des rébellions qui sont fabriquées par le Rwanda et l'Ouganda et faire du mal contre leur propre pays. Et ça, c'est visible. Vous allez dire que des députés n'ont pas été là. La crise date de plusieurs années et c'est pas forcément... Mais le pays en souffre, justement. Le pays en souffre. Lorsque vous suivez celui qui, c'est pas moi quoi, Major Willy Ngoma, qui vous dit j'étais de l'IDPS, si on est allé, c'est parce qu'il y avait cette volonté d'avoir déjà. Est-ce que c'est pas connu? Lorsqu'ils étaient à Sun City et qu'on s'est décidé de se mettre de côté et de mettre les RCD, qui était plutôt une fabrication de paille du Rwanda, est-ce qu'il n'y a pas eu de politiciens qui se sont rangés du côté du RCD pour faire toujours du mal, tirer au dos de la République? Il y en a eu, c'est l'histoire de notre pays. Nous devons plutôt faire un effort pour dire, ça n'est assez maintenant. On doit mettre fin à tout ça. Et moi, je crois que ça a toujours été ça l'essence que nous devrions avoir dans la Constitution. Que dès lors, vous êtes président de la République, vous êtes Premier ministre, vous êtes membre du gouvernement, il faut respecter cette Constitution. Parce que nous n'avons d'autre salut de la République qu'à travers cette Constitution. Cette Constitution que tâche de respecter Tshisekedi en organisant les élections. Quelles élections? Dans le délai constitutionnel. Quelles élections, Lors de son discours sur l'état de la nation, Tshisekedi dit entre recommencer à zéro et continuer la consolidation des acquis. Qu'est-ce que cela vous inspire? Jusqu'aujourd'hui, à zéro. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait toujours pas qu'on est à moins de zéro. La faute à qui? À vous qui l'avez précédé aussi. À nous. Ah si. À nous. Parce que l'alternance pacifique, il n'a qu'à prendre le premier discours. Zéro, vous allez nous dire tout ce qui a été fait a été rabattu à moins zéro alors que donc, rien n'a été fait. Il n'est toujours pas conscient de ça, Maman Élysée. Mais rien n'a été fait avant lui. Oh! Lui, quand il prend son premier discours, le discours de prestation de serment et les discours qui ont suivi, avant qu'il n'invite les M23 ici, qui sont restés ici pendant 14 jours, il savait bien qu'il a hérité un pays entier, que nous n'avons plus, madame. Et la partie qui est cédée, parce que moi j'utilise le mot cédé, parce qu'il y a des accords avec l'EAC. L'EAC qui vient nous donner un discours que nous ne pouvons pas mettre l'armée là où il y a les M23. Vous acceptez ça? L'EAC va partir au mois de décembre. Vous pensez, après combien de dégâts? C'est quand même des humains qui sont à Bunagana, qui étaient à Bunagana, et des Congolais, nos frères, qui étaient à Bunagana, à Rutshuru, partout là-bas, à Rwanguba, Kiwanja, partout, mais qui se trouvent aujourd'hui dans des cas de concentration. Dans des cas de déplacés. Non, retirer concentration. En quoi? Ça renvoie à une traite. En quoi? Il faut voir la situation humanitaire de ces populations-là, qui sont abandonnées à leur triste sort. Et nous avons plutôt un gouvernement qui n'est même pas pressé à s'occuper d'eux.
Parce que le M23 n'était pas là. Je sais que vous voulez tellement parler de M23, mais moi je vous emmène vers d'autres sujets. Je sais que ça vous tient à cœur, la situation sécuritaire. Mais quand il dit je voudrais que moi... Il parle de la gratuité. On prend un exemple sur la gratuité de l'enseignement, qui aujourd'hui est une réalité. Par exemple, est-ce qu'il n'a pas raison de dire qu'on a le choix entre recommencer à zéro et continuer les acquis comme la gratuité qu'il a mis en place? Vous savez, la gratuité, c'est d'abord la Constitution. Il ne faut pas toujours dire que c'est Tshisekedi qui a mis en place la gratuité. Et sa mise à place ou la mise en œuvre de la gratuité, c'est un processus qui a été commencé sous Maker. On a vu les programmes de construction d'écoles. Parce qu'il ne faut pas parler de la gratuité lorsque vous prenez peut-être une école qui n'a que la capacité d'accueil de 20, 30 enfants, vous y amenez 100 enfants et vous dites que ça a amélioré les conditions de vie de l'enseignant aussi. Une salle de classe est occupée par un enseignant, maximum de son assistant, et qui ne s'occupait que de 35 ou 40 ou 50 élèves, vous y amenez 100, vous parlez de la gratuité, ou il y aura rabais de la qualité de l'enseignement. Ils ont construit combien d'écoles après Maker? Des milliers. Hein. La liste est là. La liste est là. Bon, oui, moi j'ai vu. Les images sont là. Et puis il y a beaucoup de projets. Là, vous affirmez aussi. Bah oui, parce que je suis journaliste, j'ai quand même vu. Je n'affirme que c'est que je vois. Des milliers d'écoles. J'ai vu, pas des milliers, mais j'ai vu des écoles construites, comme du temps de Maker également, j'en ai vu qui ont été construites. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Il y a eu des choses qui ont été faites. Alors, ne dites pas que ça commence par soi. Quand non, on arrive ne dites pas non plus que on est revenu à -0. Non, à -0 sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'intégrité de notre armée, sur le plan même de la défense, où notre armée n'est pas autorisée à attaquer les M23 sur le sol congolais. Ça, c'est quoi? C'est reculer. Et aujourd'hui, le peuple congolais n'a même plus droit d'avoir un processus électoral crédible, transparent et démocratique. Au début de son mandat, de son quinquennat, il était en lien ou en relation, il était en partenariat, je suis en train de chercher le mot, il était en coalition avec le FCC. Ouais. Vous estimez que en principe, vous devez partager ce bilan du quinquennat de Tshisekedi? Bon, les partager à quel niveau? Mais vous avez au moins travaillé avec lui pendant 1 année et demie. Je crois que l'ERAI, chaque fois que j'observe comment il a placé les pions, lorsqu'il lui donne le Premier ministre Ilunga, un professeur qui a quand même un renom international sous la gestion des finances publiques. C'est un grand professeur d'économie. Et que c'est papa à qui on avait confié les copieurs pour les réformes des portefeuilles de l'État, des entreprises de l'État. On vous les donne comme Premier ministre, mais vous n'arrivez toujours pas à profiter de ses qualités, de son expérience de la gestion. Ils étaient là depuis Mobutu. Kabila les a trouvés et il les a utilisés pour l'intérêt de la République. Mais après Ilunga, c'était la catastrophe. D'abord, avant que Ilunga ne vienne, et lorsque il y a le projet 100 jours, catastrophe, Tchilegelou, catastrophe. Ilunga vient avec, je crois, José Sélé aux finances, essayer de remettre un peu d'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Non, c'est des blocages. On me bloque partout. Je ne sais pas travailler. Vous voulez qu'on partage quel bilan? Parce qu'après le départ maintenant après le départ de Ilunga, tout ce qu'a su faire l'IGF, c'était de s'apprendre aux anciens du FCC qui avaient encore ces notions de l'orthodoxie, de la gestion des finances publiques. Avec raison, quand même, et ils se sont retrouvés à Makala. Ils se sont retrouvés à Makala, mais entre-temps, les détournements des millions, qui en parlait? C'est eux-mêmes, c'est pas nous. Vous avez co-géré avec Tshisekedi pendant 1 année et demie, et vous vous dites que vous n'avez pas partagé le bilan avec lui. Mais quel bilan? Je vous dis que
je vous dis que ce que lui a estimé qui détournait, alors qu'en réalité on voulait que remplacer les personnes pour placer leurs amis et opérer tout ce qu'il y a comme aujourd'hui la mégestion, ce qu'il y a comme aujourd'hui les détournements dont ils parlent. Bon, ça c'est eux qui doivent répondre de ça. Ça c'est eux. Je vous ai dit sur le plan politique aussi, où maintenant on est à fin mandat sans un processus électoral libre, transparent et inclusif. C'est catastrophique. L'entièreté, l'intégrité du territoire, nous ne l'avons pas. On est à -0. Il faut parler de quoi? Il faut que je rentre dans les sociales. Il faut que je vous dise qu'en 5 ans, ils n'ont aussi inauguré Kelengesa. Et regardez toutes les rues de Kinshasa. Ça parlait des routes à travers la province. C'est quel bilan que nous devons partager avec lui? Lors de son discours, je crois que le président a parlé de près de 50 000 mètres construites à travers des routes. Hein. Oui, il a même parlé de construction de prisons. Peut-être que vos yeux ne regardent pas du bon côté. Il y a des choses qui ont été... Je ne sais pas. Oui, peut-être qu'il faudrait regarder. Oui, parce que tout le monde dit, bon, en 5 ans, ils n'ont aussi inauguré que Elengesa. C'est 6 kilomètres. C'est 6 kilomètres. Regardez du bon côté de l'histoire. C'est 6 kilomètres. Nous sommes là de toute façon comme garde-fous, en tant qu'opposition, pour jouer le rôle des garde-fous et permettre justement à ce qui dirige aujourd'hui de redresser les tirs. Mais ici, on est à la fin. Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, ceux qui payent les taxes, mais entre-temps, le véhicule tombe tout le temps en panne dans les rues de Kinshasa. Et là, ce n'est qu'à Kinshasa. Et les routes. Et vous savez que, pour parler encore de chez moi, des Butembo, ça fait 2 ans que les gens ne savent plus aller en route jusqu'à Goma. Goma est enfermé. Vous ne voulez pas que je parle des cas de concentration? On a eu 18 ans de Kabila, mais on se retrouve sans route à Butembo. Et il y a eu des ressortissants de la route que Kabila a laissée à Butembo. 18 ans de Kabila, pas de route à Butembo. Non, non. La route asphaltée qui est égale aux routes qu'il a laissées à Kinshasa est encore à Butembo. Mais qu'est-ce qu'il dit? Même à Beni, vous allez trouver des routes qu'il a laissées. Mais qu'est-ce qui a été ajouté en plus? Qu'est-ce qui a été... On va très bientôt terminer, c'est la fin, presque la fin de cette émission. Déjà, oui, c'est allé vite. Presque la fin de ce quinquennat. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous êtes... Allez, vous êtes le grand perdant de ce quinquennat. Grand-père? Grand perdant. Ah, grand perdant? En quoi, Maman Élisée? Je crois que... Vous avez tout perdu, la coalition, vous avez perdu différents postes, vous avez perdu toute façon, même les élections, vous ne saurez pas. Vous êtes en fait le grand perdant de ce quinquennat. Ah, Maman Élisée, je crois que nous sommes plutôt les gagnants. Les gagnants quoi? Parce qu'en moins de 5 ans, tout ce qui était monté comme mensonge, manipulation, intoxication contre les raïs lui-même, par sa personne, par sa vision, qui travaillait pour le Rwanda, et tout ça, tout a été démonté par Félix. Et pour ça, je l'acclame. Je l'acclame. Parce que tout le monde pensait que l'IDPS, l'avènement de l'IDPS au pouvoir, c'est tout de suite le paradis. Mais aujourd'hui, il nous a amené les Rwandais tout de suite, il nous a amené l'Ouganda tout de suite, les Kenyans sont là, les Burundais sont là, ils se battent. Est-ce que vous savez que les M23, qui n'est autre que RDF, se battent avec les Burundais sur le sol congolais? Donc le théâtre de Kisangani, en réalité, que nous avons créé, a été repris à cause de ces mauvais accords. Donc ça montre bien que le régime ici est sans perspective, sans vision, sans programme. Et qu'il a blanchi Kabila, il a blanchi le FCC. Parce qu'au moins Kabila a travaillé. Kabila a trouvé ce pays qui en réalité était coupé à morceaux. Les leaders étaient dans tous les coins. C'était des chefs de guerre, c'était des chefs d'État dans ce coin-là. Parce que la première chose quand ils arrivent à Sun City, c'est chacun réclamer les accords qu'il avait. Que ces accords soient validés par le gouvernement central. Ça veut dire qu'ils fonctionnaient déjà partout là-bas comme des républiques. Et on veut nous ramener dans ça, à cause du tribalisme à outrance qui est entré.
Alors que si nous avions, si nous continuons à parler de l'état des droits qui est consacré dans notre Constitution à l'article 1er, ça serait valoriser la justice, que nous ne voyons plus, qu'on a tribalisé, Madame Élysée. Moi, je parle de ce que je connais, j'ai été en procès. Pendant 5 mois, et j'ai vu comment la composition était alignée, qui était aligné et pourquoi. Donc vous regardez, vous ne voyez pas les juges, vous voyez plutôt la tribu, c'est aussi ça. Hein? Non, le tribalisme. non justement, Élysée, le Congo est un grand pays. Et tant que nous ne croirons pas que nous devons anéantir d'abord le tribalisme pour se considérer d'abord congolais avant de se considérer dans notre tribu, nous allons retomber dans ce que Tshisekedi, dans ça à quoi Tshisekedi est tombé. Nous devons en réalité nous considérer d'abord comme des Congolais et nos tribus doivent suivre parce qu'il n'y a personne qui n'ait pas de capacité nécessaire pour diriger ce Congo. Tout le monde. Et nous devons avoir les mêmes chances d'égalité. Parce que sinon, aujourd'hui, vous dites que nous sommes les grands perdants. Non, au contraire. Parce que tout le monde aujourd'hui a besoin d'un nationaliste, de quelqu'un qui regarde d'abord la nation, qui voit tout le monde comme Congolais avant de les voir dans sa tribu. Et ça va aider. Et même le Rwanda n'aura pas de porte. Je dis ce quelqu'un, ce qui? Le nationaliste. Je dis, le quelqu'un là, c'est Kabila. Au moins il a été à l'épreuve. Et il a travaillé avec tout le monde. Il a fait ses 2 mandats, c'est bon, on voulait qu'il revienne. Mais il est toujours là. Trouver un autre nationaliste, mais peut-être pour 2028. Trouver un autre nationaliste. Pour 2023, vous pensez? Trouver un autre nationaliste pour de toute façon, moi, quand je vois tous les candidats, si tu veux que je parle des candidats, sans parler d'eux, parce que je ne vais faire ni la propagande, ni l'anti-campagne de qui que ce soit, jusque-là, je vois que croire à ce processus, c'est donner la faveur au Rwanda. Croire et participer. Parce que je ne vois pas en quoi, à 30 jours, ils vont se débarrasser du Rwanda qu'ils ont invité, de l'Ouganda qu'ils ont invité, des Sud-Soudan qu'ils ont invité, et même là où le Rwanda et l'Ouganda et Kenya ne se trouvent pas, maintenant il y a phénomène Kwamut, phénomène Malempankoulou, phénomène... Un mot sur ce qui se passe à Malempankoulou. Vous avez vu des images très choquantes. Il faut justement condamner ces actes-là. Ce sont des actes qui font que, je vous ai dit qu'on est reculé, on n'est plus à 0. Quand lui, il veut, si vous voulez rentrer à 0, mais il nous a déjà amené à moins de 0. À moins de 0. Pourquoi ces actes doivent se passer quand lui est là? Des actes de triste mémoire que nous ne voulions. Nous voulions nous voir Élysée chaque fois quand nous nous voyons d'abord dans ce qu'est le Congo d'abord. De ce que ce Congo des ancêtres qui nous a laissé la terre et tout ce qui est dedans, eau, forêt, minerais, peut profiter aux fils congolais. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, il faut dire quand même, ce sont des images assez tristes. Il faut que le Congo se lève, il faut que les Congolais se lèvent pour dire stop, non communautarisme, non tribalisme, et qu'on n'a pas besoin de tout ça et que le pays a d'autres préoccupations et beaucoup plus importantes et rajouter d'autres affaires sur ce que vit déjà le pays. Ça risque d'être compliqué pour le devenir et le vivre ensemble. On termine. C'est pratiquement la fin de cette émission. Peut-être la dernière avec vous cette année. Je sais que c'est quand même pas mal. Avec vous, ça a été toujours mais on dit, quelle est l'image qui symbolise ce mandat, selon vous? L'image qui symbolise ce mandat dit de l'alternance. Donc, Élysée, sans vous tromper, si vous voyez mes premières émissions, j'étais ceux-là qui croyaient. Qui croyaient à l'alternance. Et qui disait que cette alternance devait être une garantie pour la promotion de la démocratie dans notre pays. Pour une garantie pour la protection de la culture démocratique qui doit nous éloigner de tout ce qu'il y a comme dérapage, des dictatures, des dérapages, des tribalismes. L'image, je demande juste l'image qui symbolise ce mandat. L'image
pour moi, ça a été un mandat de désarroi parce que c'est la déception totale lorsque je vois l'image que va laisser Félix à ce Congo qu'il a trouvé uni, à ce Congo qui est aujourd'hui divisé, à ce Congo maintenant partagé dans des tribus. Et ça, c'est une très mauvaise image qu'attendait Kigali, qu'attendait Kampala. Parce que Kampala et Kigali ont toujours pensé que si nous rentrons dans les tribus, et lui, il brandit son histoire. On n'est même pas, parce que je suis ceci. Hein, vous connaissez bien le dernier discours de James Kabarebe, où il dit, nous, le Rwanda, on est dans un petit pays, il n'y a aucun pays qui est notre ami, ils nous détestent partout, nous sommes obligés de rester là en train de nous battre. Ils inoculent la culture de guerre chez tous leurs frères, comme si nous ne pouvons pas aussi nous dire, le Congo est grand, le Congo appartient à tous les Congolais, et les Congolais doivent se retrouver partout. Il est riche, c'est vrai, envié par tout le monde, mais mettez-nous ensemble, soudons-nous, respectez nos lois pour préserver tout ce qui a été donné comme héritage. Nous ne pouvons pas que tout le temps les chanter dans l'hymne national, mais sans être capables de protéger ces acquis-là, car nous avons le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, et ça sera votre mot de la fin. Merci. Merci aux téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. On recevait pour vous Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, membre du FCC. On rappelle, hein, le FCC ne sera pas aux élections, même s'il ne veut pas croire qu'il y aura élection. Mais au niveau de la CENI, on dit tout est prêt pour avoir des élections. Le 20 décembre... Les dire et les actes. Oui, comme le disent en Igala, c'est là pour Makamboté, le 20, Inch'Allah, c'est pour bientôt. On verra s'il y aura ou pas élection. En attendant, on vous souhaite une excellente suite de soirée. On se dit au revoir et à très très bientôt.